Bonjour. Nous avons déjà parlé du transport solide en rivière. Et vous savez aussi que les rivières sont en constante évolution, qui est due à la présence des sédiments qui sont arrachés au fond, yoberge, et qui sont transportés par l'écoulement. On appelle morphologie fluviale l'ensemble des formes de fond et des configurations géométriques possibles d'une rivière. Aujourd'hui, nous allons voir deux exemples de singularité très courantes dans la morphologie des rivières, les confluences et les courbes. Commençons pour voir un tronçon d'une rivière qui a l'air d'être très régulier. Son tracé est presque rectiligne et on peut observer un canal unique où a lieu l'écoulement. Si on élargit maintenant notre fenêtre de visualisation, on voit que ce tronçon est finalement un affluent d'une rivière plus importante. Des phénomènes hydrodynamiques et morphologiques particuliers se produisent ici dans cette singularité. Si on regarde maintenant un peu plus en amont de ce tronçon, presque rectiligne, on s'aperçoit de l'existence d'un méandre très serré. Et on peut voir finalement que ce tronçon initial fait partie d'une structure morphologique bien plus complexe que ce qu'on imaginait, où confluence, bifurcation et courbe coexistent en abondance. Ce tronçon n'est qu'un bras presque insignifiant du système morphologique de la rivière Ucayali, au Pérou, qui est un des affluents principaux du fleuve Amazone. On change de décor maintenant et on regarde le Rhône, en amont du lac Léman en Suisse. La pente est plus importante et cette partie de la rivière a été fortement modifiée par l'homme. Nous observons encore une fois un tronçon de fleuve en apparence très régulier et presque rectiligne. À l'aval, on voit deux courbes suivies d'une confluence sur la berge gauche. Ici aussi, les confluences et les courbes existent et conditionnent l'écoulement et la morphologie du cours d'eau. Le cours d'aujourd'hui se divise en deux parties, une première dédiée aux confluences des rivières et une deuxième dédiée aux courbes. Commençons par voir les confluences. Nous aborderons d'abord les principales caractéristiques des écoulements au niveau de ces singularités et verrons ensuite leurs conséquences sur la morphologie. Sur une confluence, la rivière principale est celle qui a le plus grand débit, soit ici QP, tandis que le cours d'eau contribuant à un débit inférieur, QA, est appelé affluent ou tributaire. Les confluences sont généralement caractérisées par le rapport entre le débit des deux cours d'eau et le angle entre eux. Il y a d'autres caractéristiques importantes qui font la distinction entre les types de confluence, comme le rapport entre le transport solide de chaque cours d'eau et la différence des niveaux du fond à la confluence, mais on va rester ici dans une analyse élémentaire. Quand les deux écoulements se rencontrent, une déviation de ceux-ci se produira. Cette déviation dépend du rapport entre les débits. Un autre, une couche de mélange se crée entre l'eau provenant des deux cours d'eau avec la formation de mouvements tourbillonnaires. La contraction de l'écoulement due à la déviation provoque deux zones d'accélération convectives séparées par la couche de mélange. Immédiatement à l'aval de la confluence, à cause de la séparation de l'écoulement provenant de l'affluent, une zone de séparation, éventuellement avec recirculation, se forme. Immédiatement à l'amont de la confluence, une zone de stagnation de l'écoulement apparaît, où les vitesses sont nulles ou presque nulles. Finalement, à l'aval, une zone de récupération existe où les écoulements sont mélangés et l'influence de la singularité disparaît progressivement. Le débit dans la rivière principale est maintenant égal à la somme de deux débits. Nous avons vu les mécanismes propres à l'hydrodynamique de l'écoulement en présence d'une singularité comme une confluence de deux canaux.
Nous allons voir par la suite comment cette hydrodynamique influence la morphologie du cours d'eau. Reprenons le schéma vu auparavant avec la description de l'écoulement. On se concentre d'abord sur la zone de séparation. Vu les vitesses faibles dans cette zone et en raison de la récirculation de l'écoulement qui s'y produit, on aura une région où la sédimentation est favorisée. Un banc de dépôt de sédiments se crée alors dans cette région. Les zones où l'écoulement s'accélère, entre ce banc de dépôt et la berge extérieure, vont être propices au phénomène d'érosion. Et c'est dans cette zone que des affouillements se produisent et qu'une fosse d'érosion conséquente peut se former, comme illustré sur ces schémas. Dans l'affluent, si le transport solide est important, un front de sédiments peut se former, avançant vers le cours d'eau principal. Et finalement, toutes ces formes qui se produisent sur le lit de la rivière donnent lieu à la formation de seuils locaux au débit qui peuvent présenter des pentes locales élevées et sont en constante évolution. Après cette introduction sur l'hydrodynamique et la morphologie associée aux confluences, revenons aux photos aériennes pour observer quelques cas sur le terrain. Dans ce premier cas, on voit un affluent du Rhône, en Suisse. Le banc de sédiments immédiatement à l'aval de la confluence est bien visible. À cause de ce banc, à la jonction des canaux, l'écoulement est dévié vers la berge extérieure. Ce qui finalement provoque une région au fond de la rivière qui sera soumise à des contraintes de cisaillement plus fortes, causant un éventuel affouillement local. Voici un autre cas sur le Rhône, juste après une courbe. Encore une fois, on voit une zone de dépôt bien définie. Et encore sur le Rhône, on voit qu'une confluence avec un angle différent des autres présente les mêmes caractéristiques, notamment le banc de dépôt à l'aval. Et finalement, on voit une confluence sur le Tage, au Portugal, où la pente est plus faible et la granulométrie différente. La zone de déposition est également bien visible dans ce cas. Après avoir parlé des confluences, nous allons voir l'autre type de singularité du cours d'aujourd'hui, les courbes aux méandres. Les courbes et méandres structurent l'espace fluvial, comme on a déjà vu. Et cette fois, nous allons commencer par en décrire les aspects morphologiques. Reprenons l'image de Tage. Juste à l'amont de la confluence, on a une courbe. Associée à cette courbe, nous pouvons observer une zone de dépôt de sédiments sur la berge intérieure. En continuant sur le Tage, on voit une courbe avec un rayon de courbure et un développement plus modeste, mais présentant néanmoins une zone de dépôt de sédiments. Plus en aval de cette courbe, une autre courbe existe. Ici, on voit clairement la signature d'un ancien banc de sédiments maintenant stabilisé, résultant de l'évolution morphologique associée à la courbure de cette rivière. Sur le Rhône, cette fois, des courbes à rayons et développement faibles, dans un tronçon régularisé par l'homme, présentent elles aussi des vestiges des dépôts sur la berge intérieure. Du point de vue de l'hydrodynamique, un écoulement à surface libre présentant une courbure subit une accélération normale proportionnelle à la vitesse linéaire de l'écoulement. Comme vous l'avez vu avant, la vitesse de l'écoulement n'est pas constante sur une verticale. Par conséquent, cette accélération variera aussi avec la verticale. Ce différentiel d'accélération va générer un mouvement hélicoïdal qui se manifeste sur la section transversale. La hauteur d'eau, elle aussi, sera modifiée. La surface d'eau subira une surélévation vers la berge extérieure de la courbure, comme le montre la figure. À cause de ce courant hélicoïdal,
dit courant secondaire, l'écoulement près de la surface se dirige vers l'extérieur de la courbe, tandis que l'écoulement près du fond se dirige vers l'intérieur de la courbe. Pour traiter analytiquement les écoulements dans les canaux courbes, on utilise typiquement des coordonnées cylindriques. On ne voit pas en détail ici l'hydrodynamique de l'écoulement dans une courbe. Pour les considérations suivantes, on admet que l'écoulement se fait en régime fluvial. Et on admet aussi que la distribution de la pression correspond à la distribution hydrostatique et que la courbe est assez longue pour que l'écoulement hélicoïdal se forme et se développe totalement. Dans ce schéma, on représente un tronçon d'une courbe d'un écoulement à surface libre. L'écoulement hélicoïdal est représenté. Deux cellules d'écoulement existent sur la section transversale, mais c'est la plus grande qui est responsable de la sollicitation principale sur le canal et qui nous ramène à la morphologie typique des courbes en rivière. La distribution de la composante vitesse longitudinale à travers la surface d'eau et à travers la verticale se présente comme la montre la figure. À la surface, la vitesse croît vers la berge extérieure. Près du fond et des berges, les vitesses sont nulles par effet des parois. À cause de l'écoulement secondaire, la composante verticale de vitesse présente le comportement indiqué ici. Et finalement, la composante transversale de la vitesse, à cause de l'accélération normale variable dans la direction verticale, présente des composantes de signe contraire le long de la colonne d'eau. Près de la surface, elle se dirige vers la berge extérieure. Près du fond, elle se dirige vers la berge intérieure. Et c'est cette distribution de la composante transversale de la vitesse qui crée une tension de cisaillement au fond, elle aussi transversale, dirigée vers l'intérieur de la courbure. Cette composante de la tension de cisaillement est responsable de l'érosion sur l'extérieur de la courbe et du dépôt sur son intérieur. Analytiquement, à partir d'équilibres de force que nous ne développerons pas ici, on peut déduire une expression simple pour estimer la surélévation de la surface d'eau à travers la section transversale. Cette expression, qu'on voit ici, dépend d'un coefficient de correction bêta, de la vitesse moyenne de l'écoulement, de la largeur du canal et du rayon de la courbe. Finalement, on peut aussi déduire une expression pour le calcul de la tension de cisaillement transversale, comme on le voit ici. Cette tension de cisaillement additionnelle se détermine en fonction de la masse volumique de l'eau, de l'accélération gravitationnelle, de la vitesse moyenne de l'écoulement et du coefficient de Chézy. Nous avons vu aujourd'hui deux singularités qui se produisent régulièrement dans la morphologie des cours d'eau, les confluences et les courbes. Elles sont toutes deux toujours objets de recherche parce qu'on ne connaît pas tous les mécanismes physiques inhérents liés à l'hydrodynamique, mais aussi au transport sédimentaire. Je vous invite maintenant à visiter les cours d'eau près de chez vous pour identifier ce type de morphologie fluviale avec les caractéristiques que nous avons mentionnées.